Donc, quel diagnostic suspectez-vous? Donc, j'ai suspecté un myélome multiple des os. J'ai mis devant le terrain une femme d'âge moyen. Les douleurs osseuses diffuses, donc au niveau du sternum, des côtes et du rachis dorso-lombaire. Une hypercalcémie et un début d'insuffisance rénale. Ok, donc donc le diagnostic myélome multiple, moi j'avais mis stade 3, parce que compte tenu des lésions osseuses, plus ou moins l'insuffisance rénale, on peut affirmer, surtout les lésions osseuses, on peut affirmer que c'est un stade 3. Dans les arguments, oui j'ai mis hypercalcémie sur les lésions osseuses, pas l'insuffisance rénale. Dans les arguments, effectivement, il y a l'âge, 50 ans, les douleurs osseuses qui sont chroniques et inflammatoires parce qu'elles sont insomniantes, l'hyperprotidémie quand même, ça oriente un tout petit peu vers le diagnostic, l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale et l'anémie. Donc l'examen réalisé en première intention, j'ai fait une électrophorèse des protéines sanguines afin de rechercher un pic monoclonal au niveau des gamma-globulines. Donc la question c'était est-ce qu'il faut absolument faire un myélogramme, donc pour confirmer le diagnostic. Est-ce que chez une patiente de 60 ans qui a des lésions osseuses et un pic de à 40 grammes, une hypercalcémie, une insuffisance rénale, tu as d'autres diagnostics? Nous, dans notre tête, est-ce qu'on ne doit pas garder que le diagnostic positif, il se fait uniquement sur le myélogramme avec le pourcentage de plasmocytes ou d'existence de plasmocytes dystrophiques? Les critères du dystrophiques. diagnostic positif, c'est une immunoglobuline monoclonale. C'est 2 critères sur 3 parmi une immunoglobuline monoclonale, la présence d'une plasmocytose supérieure à 10% au myélogramme et le retentissement. Là, à ce stade, tu sais que ta patiente elle a un myélome. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas lui faire un myélogramme. Globalement, on va le faire parce que c'est un argument supplémentaire, parce que sur ton myélogramme, tu vas faire d'autres examens. Mais là, quand on te rend l'électrophorèse, tu sais que ta patiente elle a un myélome. D'accord. Si elle n'a pas, si elle a pas d'insuffisance rénale, si elle n'a pas d'hypercalcémie, si elle n'a pas de liaison osseuse, si elle a tout ça, c'est complètement différent. D'accord. Mais là, elle a un tableau qui est un tableau de myélome avec, elle a 130 grammes de protéines, il n'y a pas d'autre diagnostic quoi, en pratique. La question 3, la complication grave, j'ai dit que c'était une compression médulaire qu'il fallait rechercher sur lésion lithique vertébrale. Et les éléments qui manquent à l'observation, au niveau de l'interrogatoire, c'était caractériser ces douleurs vertébrales, enfin caractériser le caractère inflammatoire, l'évolution, et prise de médicaments, notion de traumatisme ou pas, et à l'examen clinique, un déficit sensitif, un déficit moteur, enfin neurologique en fait, et toucher rectal, et la bandelette urinaire. C'est tout ce que j'ai mis. Alors effectivement, donc la complication, c'était une recherche d'une compression médulaire puisqu'elle se plaint de douleurs dorsales, je ne sais plus ce que j'avais mis, lombaires, et qu'il n'y a pas d'examen neurologique. Et effectivement, c'est rechercher une compression, un syndrome de compression médulaire. Donc c'est syndrome lésionnel, syndrome sous-lésionnel, avec effectivement les touchés sphinctériens. J'ai une question. À quoi sert le dosage pondéral, le dosage des chaînes libres circulantes et la bêta-2 microglobuline? Enfin, j'ai rien compris en fait entre les trois. Alors, le dosage des chaînes libres circulantes, en gros, c'est les chaînes légères libres circulantes. Alors, ça a un intérêt dans les myélomes à chaîne légère, déjà. Puisqu'il n'y a pas de chaîne lourde, qu'il n'y a pas d'immunoglobuline à proprement parler. Donc, si tu as une forte suspicion de myélome et qu'il n'y a pas de pic sur l'examen clinique, il faut faire un dosage des chaînes légères. Ça permet ensuite de surveiller l'évolution. Alors, il y en a qui ont... Il y a des... L'interprétation, les études ne sont pas forcément toutes concordantes, mais notamment, ça permet de suivre plus rapidement l'évolutivité sous traitement. Donc ça, c'est dans le sérum. Et une fois que les patients ont, quand ils ont des pics pas très importants, qu'ils ont négativé leur pic, ça permet de les suivre aussi.
d'accord, parce que ça persiste un petit peu plus longtemps. Après, dans d'autres, on va dire, il y a aussi le déséquilibre au niveau des chaînes libres kappa lambda qui peut avoir dans les diagnostics, en termes de diagnostic. C'est pas normal d'avoir un déséquilibre, quoi. C'est 2 tiers, 1 tiers quand tu as un déséquilibre et que tu suspectes un myélome à chaîne laser, c'est un des arguments en faveur. Et après, dans les urines, c'est pareil, ça a une valeur de suivi. La bêta-2 microglobuline, c'est un facteur pronostic, c'est pas un facteur diagnostique. Ça peut être élevé dans énormément de pathologies. Dans le myélome, c'est un facteur pronostic. Qu'est-ce que c'est exactement la bêta-2 microglobuline? C'est une protéine qui est associée à un certain nombre de chaînes HLA classe 1. Donc, dans le HLA, vous avez les molécules de CMH HLA. Soit vous avez le classe 2 où il y a 2 chaînes codées au HLA. Donc HLA, DR, DQ, ça. Soit, et le HLA classe 1, vous avez une seule chaîne qui est codée au HLA et qui est associée à la deuxième chaîne qui est la bêta-2 microglobuline. D'accord ? C'est pareil pour un certain nombre de gènes, au moins du système HLA, il y en a d'autres. Et c'est corrélé. Alors, est-ce que c'est un rapport avec sur le plan physiopathologique avec le temps de doublement, avec tout ça? Mais c'est exprimé sur un certain nombre de cellules en association aux molécules du CMH, entre autres. Et ça a une valeur pronostique. Ouais. Quel est l'intérêt du dosage pondéral? Globalement, alors le dosage pondéral des immunoglobulines, alors il y a 2 choses. Soit il y a l'évaluation de ton pic, c'est-à-dire du pic monoclonal, que tu peux suivre ton myélome soit sur le pic, soit sur la somme gamma plus pic. En général, les gamma-globulines sont basses et le pic est élevé, donc tu peux suivre sur les deux. C'est forcément plus précis de suivre sur le pic, mais ça peut être corrélé. Donc ça, on va te rendre, ils vont faire une fenêtre dans l'électrophorèse et te donner le dosage pondéral de ton pic, l'évaluation de ton pic. Le dosage pondéral des immunoglobulines, c'est autre chose, c'est le dosage pondéral IgA, IgG, IgM. Ça a un intérêt majoritairement dans le diagnostic des hypogamma-globulinémies quand on cherche un déficit humain comme invariable, ou un déficit en IgA, ou tout ça. Donc ça n'a pas d'intérêt pour le diagnostic positif de myélome. Après, c'est l'immuno qui te rend la quantification de ton pic pour voir si ça descend ou si ça monte. Donc, est-ce qu'il faut réaliser l'intérêt de la réalisation du myélogramme? Donc, c'est un intérêt pour le diagnostic positif et pour le pronostic avec le karyotype. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un des éléments du diagnostic. Ça peut être nécessaire quand tu as un pic qui n'est pas très élevé chez un patient qui a une anémie, qui peut avoir plein d'autres causes. Pour savoir s'il a une MGUS, un myélome ou un myélome, ça peut être nécessaire pour faire la part des choses. D'accord ? Mais quand tu as des lésions osseuses multiples et un myélome qui, à l'évidence, est un stade 3, tu n'as pas besoin. C'est un élément en plus. Et effectivement, le karyotype, c'est important parce que là aussi, c'est pronostic, surtout chez les patients jeunes. Alors, il faut savoir pour le karyotype, par rapport justement aux MGUS, qui sont ce qu'on appelle des immunoglobulines monoclonales de signification indéterminée, qu'on peut retrouver dans les MGUS. Donc c'est en fait une immunoglobuline qui traduit forcément monoclonale, forcément la présence d'un clone plasmocytaire qui sécrète des immunoglobulines en quantité anormale, parce que pour avoir une immunoglobuline monoclonale, on a forcément une sécrétion par un clone qui n'est pas normale. Après, est-ce que ce clone est pathologique et va entraîner un retentissement et justifie d'un traitement? Ça, c'est une autre question. Et le karyotype, il faut savoir que ça a une valeur pronostique dans le myélome, mais qu'il y a certaines anomalies karyotypiques qui peuvent être présentes au stade MGUS sans que ça permette de savoir si c'est des patients qui vont évoluer
ou pas vers un myélome. Donc ça ne permet pas de faire la différence entre un MGUS et un myélome. Le scanner, dans ce cas-là, non, on évite de l'injecter quand ils ont déjà l'instance rénale. Pour tout ce qui est lésions osseuses vertébrales du myélome, globalement, c'est l'IRM. Parce qu'en prime, ça donne un retentissement éventuel sur le cône médulaire, puisque tu vois bien la moelle, voir s'il y a un hypersignal, s'il y a un signe de souffrance, voir si tu as une épidurite associée. Donc c'est le meilleur examen. Après, si tu n'as pas d'IRM sous la main, tu peux toujours faire un scanner non injecté pour voir que tu vois pas rien non plus. Donc, quelle anomalie biologique menaçante est présente dans cette observation? Donc, on a une hypercalcémie, puisque les calcémies est à 3,7 mmol par litre. Et quels sont les principes de sa prise en charge? Donc, c'est une urgence thérapeutique. Il faut hospitaliser en urgence le patient, le scoper, et même faire un ECG pour voir s'il n'y a pas des troubles de rythme cardiaque. On lui pose 2 voies veineuses périphériques, on le réhydrate abondamment, on lui met des biphosphonates par voie IV. On va surveiller sa diurèse, le scope, et si ça marche, on lui met des antalgiques par voie IV. Si ça ne marche pas, on pourra envisager une épuration extra-rénale. Enfin, en dernier recours. Hein. C'est rare qu'on ait besoin de faire de dialyser les patients hypercalcémiques. Il faut penser au bicarbonate, parce que ça favorise l'élimination. Il faut penser à la corticothérapie, qui de la même façon favorise l'élimination et en plus peut avoir un effet antimyélomateux et sur les douleurs quand les patients ont mal. Ça marche très bien dans le myélome. C'est pas un traitement antalgique général, mais dans le myélome ça marche. Il faut penser au traitement étiologique systématiquement. Mais globalement, c'est hydratation, hydratation, hydratation. Et dans le myélome, de façon générale, c'est des patients qu'il ne faut pas déshydrater. C'est des patients à qui il faut dire de boire, il ne faut jamais les mettre en restriction hydrique, il faut les hydrater et les alcaliniser. Et il faut leur dire chez eux de boire de l'eau de Vichy. Aussi parce que ça favorise au niveau, en plus de la calcémie, ça évite l'acidification des urines et qui favorise la précipitation des chaînes avec la protéine de Tamorfan. Donc la tubulopathie myélomateuse. Donc, les mécanismes possibles de l'insuffisance rénale. Donc une glomérulopathie mystérieuse, je ne me souviens plus, précipitation tubulaire des chaînes légères, obstructive sur une lithiase calcique ou avec le calcium aussi une néphrocalcinose sur une hypercalcémie chronique, fonctionnelle sur déshydratation, en particulier déshydratation secondaire à l'hypercalcémie. Les examens que je demande en première intention, c'est l'ionogramme urinaire avec une calciurie, une phosphaturie, l'échographie rénale pour éliminer une obstruction et une atteinte chronique avec des petits reins. Et je vais l'hydrater pour voir si ça corrige l'insuffisance rénale, s'il est déshydraté. Ok. Donc le ionogramme a donc les complications effectivement rénales, c'est la tubulopathie myélomateuse, complications de l'hypercalcémie, l'amylose AL et le syndrome de Randall qui sont les glomérulopathies bizarres et qui sont toutes deux liées à des dépôts de chaînes légères. Alors en général c'est lié à des propriétés des chaînes légères elles-mêmes qui font qu'elles vont se déposer sous forme de dépôts organisés ou non organisés, qui donne soit une tubulopathie, c'est l'organisation des dépôts qui fait que ça donne soit une amylose, donc une protéine qui est amyloïde, soit des dépôts non organisés qui sont le syndrome de Randall. Et ça, c'est lié en fait à des petites différences au niveau des chaînes elles-mêmes, des chaînes légères elles-mêmes, et qui donnent des syndromes qui donnent une protéinurie. Et puis donc après les complications iatrogènes, les AINS et l'injection d'iode dont on parlait tout à l'heure. Et les principaux examens, alors l'échographie rénale, il faut effectivement y penser, penser à la faire pour éliminer les causes obstructives d'une étiologie autre. Et après effectivement, ionogramme sanguin et urinaire.
Et la protéinurie, parce que si vous avez une albuminurie, c'est en faveur d'une amylose, d'une glomérulopathie bizarre. Voilà, et le dosage d'échelle légère urinaire, s'il est très élevé, alors qu'il n'y a pas d'albuminurie, c'est en faveur. La calciurie, c'est interprétable. Cela dit, comme elle a une hypercalcémie, elle risque d'être élevée. La phosphaturie, c'est pas facile à interpréter. Question 7. Alors, les effets secondaires, essentiellement une dépression respiratoire. Ensuite, nausées, vomissements, constipation, rétention aiguë d'urine, hallucination, confusion. Donc on va surveiller l'EVA, voir si on est efficace. Puis la fréquence respiratoire, la diurèse, la conscience. Oui. Globalement. Et le transit, ouais.